Mathieu Vallée, bonjour. Bonjour, Bienvenue sur Livre Noir. Nous merci de sommes m'inviter. ravis de vous recevoir. C'est vrai que ça faisait longtemps qu'on avait envie d'entendre votre parole chez nous. Vous avez une parole rare. C'est vrai que vous avez un profil atypique parce que vous avez justement une évolution, vous, dans votre carrière de la police. Vous êtes parti du plus bas pour arriver au plus haut. Vous avez été en plus de ça porte-parole en fait des commissaires. Et aujourd'hui, vous êtes entré en politique pour le Rassemblement national. Vous êtes le 7e sur la liste des européennes. Donc, voilà, vous apportez cette voix policière au sein du Rassemblement national. Et on va prendre le temps aussi de revenir à la fois un peu sur votre parcours, mais également avoir votre avis justement sur les faits sécuritaires qu'on peut avoir en France, que ce soit l'ultra-gauche, que ce soit la délinquance, que ce soit tous ces sujets. Beaucoup de sujets, ouais. Voilà, que vous avez côtoyé en fait pendant longtemps. On va commencer tout de suite, sans transition. On saute dans la piscine directe. Exactement, sans transition, parce que j'aimerais quand même, avant tout, vous savez, dans notre époque, on est un peu, notamment aussi dans les jeunes générations, en quête de sens, on recherche le sens des choses. Et vous avez un profil, c'est vrai que voilà, vous êtes issu aussi de l'immigration par votre mère, c'est ça. Et vous êtes en plus de ça, je crois que c'était votre père qui était ouvrier. Ma mère qui était ouvrière. Votre mère qui était ouvrière. Ouais, vous avez un profil qui, c'est vrai que pour quelqu'un qui va dans la police, en fait, c'est parfois un peu atypique. Est-ce que vous pourriez justement m'expliquer quelle a été pour vous cette vocation? Pourquoi être allé dans la police avant tout? D'abord, il y a beaucoup de policiers qui sont issus des classes ouvrières, des classes populaires. On rentre dans la police pour les gens et pas pour l'argent, je le dis, parce que c'est un métier qui exige énormément de sens. D'ailleurs, ce que les policiers, les gendarmes et plus globalement les forces de l'ordre, policiers municipaux, douaniers, agents pénitentiaires, militaires et pompiers disent, c'est que il manque de sens aujourd'hui dans le métier qu'on leur donne. Ils veulent sauver les gens, protéger les gens. Alors nous, on les sauve en interpellant les voyous, parce qu'on peut sauver des gens en étant médecin, en étant infirmier, en étant dans le paramédical. Nous, on sauve les gens d'abord en interpellant les voyous, parce que si nous on fait pas, personne ne le fait. Et depuis tout petit, ça paraît bête, mais quand je jouais dans mon quartier avec mes potes aux policiers et aux voleurs, j'étais toujours du côté des policiers sur mon vélo. Et du coup, à force finalement de voir des policiers dans mon quartier s'occuper des voyous qui pourrissaient le quotidien des gens modestes dont je suis issu, puisque avec ma mère on a grandi dans une barre HLM, et effectivement j'ai eu envie de passer le concours de gardien de la paix. Puis moi j'aimais bien le concret, comme aujourd'hui. J'étais pas fait trop pour les grandes études, j'ai quand même eu mon bac avec mention passable à 10,00, donc je suis un peu un sous-doué de la police. Et donc du coup, j'ai passé le concours et j'ai eu la chance d'entamer il y a presque 20 ans un parcours mais hyper enrichissant qui permet de rencontrer, c'est ça que j'adore dans le métier, des policiers de tout horizon qu'on rencontrerait pas dans la vie normale, si j'ose dire, ou dans la vie personnelle. C'est vraiment une expérience unique que je souhaite aux gens. Je passe un message: si vous voulez faire un métier pas comme les autres, au service des autres, c'était un slogan de recrutement mais auquel j'adhère complètement, faites policier, parce que c'est vraiment exaltant, passionnant, parfois frustrant, parfois on peut être aussi déçu, mais il y a toujours la fierté d'être au service des victimes, au service des Français. Et puis même si on apporte chacun notre petit caillou à l'édifice, à la fin on fait une cathédrale, et c'est ça qui est magnifique. Moi j'aime la police qui est unie, quel que soit le corps, le grade. Aujourd'hui la diversité, la difficulté à aller à l'extérieur, elle doit pas être dans nos rangs, et c'est le message que j'ai porté durant 6 ans quand j'étais porte-parole du syndicat indépendant des commissaires de police. J'aime pas trop les castes, les clivages, le corporatisme de grade. J'aime qu'on soit tous en fait dans le même bain, dans le même sens, parce que dehors c'est ce que les gens voient, il ne faut pas de différence entre un commissaire et un gardien de la paix. Sur les manifestations, on y reviendra. Pour les antifas, par exemple, mettre un flic à terre ou brûler un flic, quel que soit le grade, ils s'en foutent. Eux, ce qui les intéresse, c'est de s'en prendre à des policiers, quoi. C'est vrai qu'il y a quelques mois, j'étais tombé, c'est ça qui est intéressant avec votre profil, c'est qu'on va pouvoir revenir sur des faits précis. Moi, j'étais tombé sur une note en fait, qui avait circulé au niveau de la police. Alors, j'ai pas tous les tenants et les aboutissants, mais c'est vrai que dans cette note, il était inscrit, ça traitait des refus d'obtempérer. Donc, les refus d'obtempérer, c'était aussi ce qui avait fait polémique à l'époque avec Naël. On l'a vu d'ailleurs cette semaine, encore récemment, en banlieue parisienne. À Clamart, ouais. Tout à fait. Et c'est vrai que dans cette note, il était inscrit que finalement, les policiers ne devaient pas prendre, de pas suivre un véhicule qui ne mettait pas manifestement en danger les personnes autour. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de cette note? Est-ce que c'est plus nuancé que ça? Comment ça se passe? D'abord, aujourd'hui, le policier, il est bien seul dans bien des situations, et c'est encore plus vrai sur les refus d'obtempérer, puisque c'est le quotidien aujourd'hui des policiers et des gendarmes, puisque toutes les 20 minutes en France, il y a un refus d'obtempérer. Moi, qui étais pas plus tard qu'il y a 3 mois chef adjoint de la BAC départementale de nuit du Val-de-Marne, en fait, ce qui est frustrant, c'est que dans les quartiers, vous avez majoritairement des gens honnêtes qui payent leurs impôts et qui respectent la loi, et quand ils font un feu rouge le matin parce qu'ils sont en retard et que vous les arrêtez, eux s'arrêtent, eux vous respectent, et puis à la limite, s'ils sont sympas et qu'ils
il y a une excuse valable, si j'ose dire, on verbalise pas. Mais ils ne supportent plus que s'ils payent des impôts et que eux s'arrêtent quand ils font une infraction, on laisse passer ceux qui font n'importe quoi et qui risquent à tout le monde de faucher une vie. Vous parliez de refus d'obtempérer dans la nuit de lundi à mardi à Clamart qui a coûté la vie à Marvin, ce jeune travailleur matinal de 34 ans. Vous voyez, cette personne, elle travaille, elle est la France silencieuse, elle est la France qui se lève tôt, mais c'est la France qui croise des voyous à qui on laisse tout faire. L'auteur présumé, le suspect, qui a 14 ans, qui a déjà un pédigré long comme la muraille de Chine, et ben finalement, il a fait une victime qui aujourd'hui ne rentrera pas chez elle, ne retrouvera pas sa famille, a brisé finalement. Moi, je l'ai souvent vu quand j'intervenais dans des familles qui étaient brisées par les voyous. Elle va se retrouver bien seule dans une justice qui déshumanise les victimes, dans une justice qui ne les considère pas à la hauteur de ce qu'elle devrait être. On pense d'abord aux voyous avant de penser à la victime. Et donc, moi, je pense qu'il faut mettre dans le logiciel judiciaire français du bon sens et les victimes au centre du système. Ensuite, sur les policiers, effectivement, c'est un peu l'auberge espagnole, puisqu'en fait, quand vous avez un refus d'obtempérer qui débarre à Stein, en Seine-Saint-Denis, vous avez tout juste à côté, la commune de Sarcelles, qui est dans le Val d'Oise. Et là, vous êtes, pour les Français, c'est compliqué à comprendre parce que c'est un peu un système kafkaïen, l'organisation policière. Vous avez une frontière administrative qui change, qui est plus celle de la préfecture de police de Paris, mais celle de la sécurité publique. Et en fait, le préfet de police de Paris, à l'époque, M. Lallemand, a fait une note où il dit on fait confiance, grosso modo, aux policiers, au chef de bord, c'est celui qui occupe la place du passager avant droit, qui décide en fait, en lien avec la salle de commandement, donc celui qui dirige les effectifs sur le terrain au niveau du département, s'ils font la chasse ou pas. Mais par contre, quand vous allez en sécurité publique en province, c'est la note que vous avez évoquée qui s'applique, dans laquelle en fait les critères de poursuite sont très restrictifs. Donc vous voyez déjà que d'un point de vue administratif, c'est déjà une usine à gaz pour le policier. Ensuite, comme aujourd'hui on fait face à des voyous complètement débridés, de plus en plus jeunes, de plus en plus violents, vous avez évidemment des individus qui ne s'arrêtent plus pour un défaut de permis comme pour une infraction qu'ils auraient commis auparavant, notamment un vol de véhicule et qui conduirait à bord d'un véhicule volé, ce qui est le cas d'ailleurs pour le refus d'obtempérer à Clamart qui a eu lieu il y a une nuit. Et donc du coup, quand le policier prend en charge un véhicule, pourquoi il le fait? D'abord pour faire respecter la loi. Un refus d'obtempérer, c'est un délit. Et quand j'entends que la police tue pour des refus d'obtempérer, non. Le policier utilise son arme à un moment donné où il se dit que sa vie est en danger et que la vie d'autrui est en danger. À Clamart, c'est un très bon exemple. À Clamart, c'est très simple. On dit on pleure la mort de Marvin, ce travailleur matinal de 34 ans qui allait à Rungis et qui a croisé la route de ce faux furieux au volant, qui est un criminel puisqu'il roulait à bord d'un véhicule volé sans permis, puisqu'à 14 ans on peut pas avoir le permis. Et donc du coup, on dit si le policier l'avait neutralisé avant, peut-être qu'il n'aurait pas fait de victime, mais après on est dans le cas de l'affaire Naël. Alors sur l'affaire Naël, c'est emblématique. On a 2 motards de police, dont TF1, pardon de les citer, mais dans 7 à 8, ça a été très bien expliqué, par les caméras, par le parcours de l'individu qui était évidemment mineur, 17 ans, et qui était à bord d'une grosse cylindrée. Pardon, je viens d'une cité, je viens aussi d'immigration, mais j'avais pas le luxe de me payer des grosses voitures ou de rouler avec des grosses voitures ou faire n'importe quoi. Il y a aussi une responsabilité des parents. Moi, ma mère, elle me laissait pas faire tout et n'importe quoi, elle me laissait pas traîner dans la rue, et pourtant elle m'a élevé seul et on roulait pas sur l'heure, on n'était pas issus de la famille de Crésus. Donc ça, c'est des excuses sociales qui agacent les gens et qu'on supporte plus. Et donc du coup, aujourd'hui, le policier, dans ce véritable champ de bataille législatif, administratif, ce millefeuille, il faut qu'ils se disent alors est-ce que je peux poursuivre, pas poursuivre? Est-ce qu'à ce moment-là, je protège ma vie ou je protège pas ma vie? Est-ce que je protège celle des autres ou pas celle des autres? Et ça, c'est pas en 10 minutes avec une copie où on fait une thèse, antithèse, synthèse. C'est en 1/10 de seconde où il faut prendre ses décisions. Donc j'entends souvent ceux qui refont le match sur les plateaux, souvent dans des conditions privilégiées où évidemment il n'y a pas le stress, la pression, le danger et les difficultés que peut connaître un policier qui porte l'uniforme ou pas d'ailleurs quand c'est la BAC sur la voie publique, en tout cas l'uniforme au sens large. Et donc du coup, effectivement, on peut toujours faire le match, mais je remarque que les personnes qui professent des bonnes leçons, d'abord elles sont rarement exemplaires elles-mêmes, je vise pas tous les partis évidemment, je pense à la LFI, et en plus c'est des gens qui n'ont jamais eu le courage de mettre un uniforme, ou en tout cas d'aller en immersion dans des véhicules de police, que ça soit d'ailleurs dans des interventions quotidiennes, dans des manifestations, ou dans des patrouilles que nos forces de sécurité intérieure font avec courage et bravoure. Donc nous, dans le parti que j'ai intégré, puisque maintenant on fait des propositions, il y a eu la question, et j'en terminerai, du choc tactique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, on dit à des policiers qui sont en véhicule de lutter contre le refus d'obtempérer. Vous vous rappelez, l'été dernier, c'était les fameux antibiotiques de Gérald Darmanin, c'était opération anti-rodéo matin, midi et soir. Peut-être que c'était pour éviter les antibiotiques et lutter contre la maladie des refus d'obtempérer, mais en tout cas, ça n'a pas marché. Parce que j'ai des collègues qui étaient sur des contrôles routiers ou des camarades de la gendarmerie qui parfois voyaient des individus avec des crosses, vous savez, c'est des engins non homologués qui peuvent monter à 110, 120, 130 km/h, et qui en réalité, on leur dit non, mais les poursuivez pas parce que s'il y a un accident, c'est pour votre pomme. Et du coup, vous avez des gens qui payent des impôts qui se disent c'est la fête en fait à neuneux. Nous, on paye des impôts, on se contrôle, on s'arrête. Et ces individus, ils payent pas d'impôts parce que c'est souvent des majeurs qui travaillent pas, ou en tout cas des mineurs qui font tout et n'importe quoi, dont les parents ont majoritairement démissionné. Et donc du coup, on dit si eux ils s'arrêtent pas, et s'ils s'arrêtent pas avec les policiers les prennent en charge, il y a un accident, c'est pour les policiers. Il y a une victime à cause de leur comportement irresponsable, c'est aussi la faute des policiers. Mais c'est comme les manifs.
on interpelle les Black Blocs, ça fait jamais des belles images. Ah bah les policiers sont violents, on laisse faire, on est laxiste et finalement on est impuissant. Donc en réalité, il faut du courage politique dans les manifestations. Comme dans les actions de police au quotidien, police avec un grand P, police nationale, municipale ou gendarmerie, surtout nationale et gendarmerie, puisque c'est ceux qui dépendent de l'État directement. On y reviendra peut-être pour les municipales qui dépendent des collectivités territoriales, notamment les mairies. Et bien, effectivement, nous, on sera très clair. Il y aura une note qui autorisera les prises en charge, donc c'est-à-dire les chasses pour les refus d'obtempérer sous la responsabilité de l'équipage qui intervient, parce que nous, on fait confiance aux policiers de voie publique. Ensuite, on simplifiera ce fameux article 435-1 du Code de sécurité intérieure, parce qu'en fait, on se croira à la Sécu, au guichet, sauf qu'au guichet, on a le temps d'attendre, et puis le temps que ça soit son tour, on peut téléphoner, on peut faire l'appel à un ami, on peut regarder dans son téléphone pour vérifier si on est éligible ou pas à tel droit. Là, sur la voie publique, il n'y a pas une deuxième chance. On n'est pas dans Mario Kart ou dans Mario Bros. C'est pas game over, on recommence. Donc, surtout quand il y a la vie de nos policiers et nos gendarmes qui sont majoritairement mis en jeu. Donc, là, nous, ce qu'on dit, c'est un cadre simple de lutte contre les fraudes d'opéra administratifs. On soutient les agents qui le font. Pourquoi ? Parce qu'ils respectent la loi votée par les représentants du peuple que sont les députés et les sénateurs. Ensuite, le 435-1 du Code de sécurité intérieure qui permet l'usage des armes pour protéger la vie des agents et aussi, pardon de le dire, celle d'autrui. Moi, je suis désolé, je préfère qu'on fasse confiance aux policiers pour qu'ils poursuivent un individu qui fait tout et n'importe quoi et qui transforme les rues en circuit et qu'on évite qu'une mamie, un père de famille, une mère de famille, votre sœur, votre conjointe, votre conjoint, votre ami, votre enfant ou un bébé soit fauché parce que le responsable prend les trottoirs, va dans les jardins publics, va dans les espaces accessibles à tout le monde et risque de faucher une vie. Voilà, je préfère qu'on prenne finalement toutes les garanties de soutien aux agents pour lutter contre ces engins de la mort et ces conducteurs de la mort, plutôt qu'on sacrifie une petite fille de 7 ans qui aura le crâne ouvert sur la République parce qu'on n'aura rien fait. Donc cet article-là, il faut le toiletter, parce qu'il y a 10 cases à cocher, voilà, c'est ça, pardon. Et donc, du coup, les 10 cases, on les coche pas en moins d'un dixième de seconde, ce qui est souvent le temps laissé aux policiers et aux gendarmes pour réagir. Alors justement, ce que vous dites, ça me fait penser à ce que dit aussi l'avocat Thibault de Montbrial, qui justement évoquait ce besoin en fait. Il dit beaucoup de choses intelligentes, Thibault de Montbrial. Ce soutien en fait, ce besoin de soutien en fait de la police, de la part du politique, et également en fait il y a quelques jours, j'étais au téléphone avec en fait un policier de Marseille et qui m'expliquait que lui justement en fait il revenait sur les paroles qu'il y avait eu aussi par rapport au magistrat qui disait que la guerre était perdue, et lui en fait dans ses mots il me disait, mais il n'y a pas de guerre, en fait. C'est-à-dire que on n'a pas de soutien en fait, politique derrière nous, donc en fait, on n'a pas concrètement la possibilité d'aller mener, je précise, en fait, la guerre par rapport à la drogue, évidemment. C'est pas... Mais lui, voilà, il disait que lorsqu'il intervenait et autres, en fait, ils ont peur. C'est-à-dire qu'ils ont peur parce qu'ils savent que dès que ça va déraper, dès qu'il va y avoir un geste un peu compliqué avec quelques personnes qui vont trafiquer de la drogue, ils savent qu'ils n'auront pas le soutien politique. Donc ils disent que la guerre, elle ne peut pas être menée. D'abord, c'est toujours un sujet sensible parce que j'avais été à l'hommage national aux obsèques d'Éric Masson, ce policier d'Avignon qui a été tué par un dealer, donc au nom de la lutte contre les narcotrafiquants et les trafics de stupes. Ils allaient sur un point de deal avec ses collègues à l'époque du GDI, du groupe départemental d'intervention d'Avignon, qui sont des policiers expérimentés, aguerris, qui sont souvent passés par la région parisienne, d'ailleurs avant de regagner leur foyer. Là, il avait la chance, si j'ose dire, d'avoir eu la mutation dans son foyer d'origine à Avignon, où son père, ancien major de police à la retraite, mais aussi sa sœur, toute la famille était policière. C'est quelque chose qu'on partage en famille, le sacrifice pour les Français et consacrer sa vie pour protéger ses concitoyens. Et quand il a laissé 2 petites filles, on voit d'ailleurs sur la photo qui a été diffusée par le ministère de l'Intérieur, on voit la petite main enlacer le cou de son père, très émouvante, que je n'ai pas oublié puisque je me rappelle des regards des Baqueux et de tous ses collègues qui étaient présents dans la cour de l'hôtel préfectoral d'Avignon où les obsèques avaient lieu il y a 3 ans, et dont, effectivement, le criminel qui aujourd'hui est condamné définitivement par la cour d'assises d'Avignon a pris 20 ans de sûreté grâce, malheureusement, à cette mort. Je dis grâce parce qu'il a fallu cette mort pour qu'on dise que quand on tue un policier ou un gendarme, c'est pas 22 ans de sûreté qu'on risque, c'est jusqu'à maintenant 30 ans de sûreté. Sauf que, comme la loi est passée après la mort d'Éric, elle ne pouvait pas s'appliquer à l'accusé qui a été condamné, comme je vous l'ai dit, pour les faits de meurtre sur policier. Et donc, du coup, effectivement, c'est un combat de longue haleine. Mais vous savez, moi j'ai grandi dans une cité, élevé seul par ma mère d'origine espagnole, et j'en suis très fier parce que on entend souvent à la télé, où on donne la parole plutôt à ceux qui à chaque fois crachent sur la France au drapeau et le pays qui a accueilli des générations précédentes d'immigration. Moi je suis très fier que le pays, la France, ait accueilli ma famille,
que finalement, par le travail, l'effort, le mérite, on se retrouve avec Jordan Bardella, enfin, pas que sur ça d'ailleurs, mais on peut tout réussir. Mais on me dit, oui, mais on a moins de chance que les autres. Et bien alors, on aura d'autant plus de réussite et de mérite que les autres. Et donc, la France, elle permet tout à ceux qui s'en donnent les moyens. Ça, faut le dire, je me permets de votre discours. La santé en France est gratuite. On vous demande d'abord ce que vous avez avant de demander votre carte bleue. L'école est gratuite, le logement est un droit. Vous avez aussi toutes les allocations et les aides qu'on connaît. C'est d'ailleurs pourquoi nous, on dit très simplement dans le parti où on est que quand on a des parents qui démissionnent, qu'on a des gamins qui sont traînés qui sont laissés traîner dans la rue, qui sont bien connus et des fidèles clients de la police et de la justice. D'ailleurs, on pourrait créer des cartes de fidélité parce que certains, au bout de 5 ou 6 gardes à vue, on serait quasiment dans une rentabilité gênante. Mais voilà, on veut supprimer les allocations pour les parents démissionnaires qui bénéficient de la solidarité nationale, c'est-à-dire de l'argent des impôts des Français. Ils ne doivent pas percevoir ces allocations s'ils laissent traîner les enfants dans la rue, si les enfants font des conneries en permanence, s'ils sont des fidèles clients des services de police, de gendarmerie et de justice, et qui en plus ne vont plus à l'école et qu'il y a des carences éducatives. On les connaît souvent, ces gamins. Ils vont plus à l'école, ce qu'on appelle les décrocheurs scolaires, ils traînent dans la rue. Nous, on les interpelle souvent pour les mêmes faits, aux mêmes endroits, avec les mêmes personnes et pour les mêmes gardes à vue, avec souvent malheureusement les mêmes réponses pénales où ils ressortent. D'ailleurs, monsieur Attal, il préfère leur faire des stages de citoyenneté, des stages de sensibilisation, enfin, tous les mesures béni oui qui marchent pas. Il faut arrêter oui à la chocolaterie, oui fait des peintures à la mairie. Non, il faut une vraie réponse pénale. C'est pour ça qu'on veut supprimer l'excuse de minorité, que la majorité pénale, on veut faire passer de 18 ans à 16 ans, parce que le vrai premier problème aujourd'hui des policiers, quel que soit le domaine, que ce soit des refus d'obtempérer, des vols avec violence, des trafics de stupéfiants, c'est la réponse pénale. Alors, on a une partie de la justice qui essaye de faire ce qu'elle peut avec ce qu'elle a, c'est-à-dire pas grand-chose, effectivement, et il faut le dire, on a un tiers de magistrats, puisque c'est le chiffre que revendique le syndicat de la magistrature, vous savez, c'est celui qui a été condamné pour le mur des cons. Moi, j'ai été syndicaliste pendant 6 ans, mon syndicat de police n'a jamais été condamné pour des offenses et des insultes à des élus politiques ou à qui que ce soit. Et donc, du coup, c'est un tiers de juges rouges, ils rendent en fait la justice au nom de leur idéologie, et pas au nom du peuple français. Ce qui fait que quand vous vous retrouvez à Bobigny ou à Évry, on a l'impression souvent que c'est une idéologie laxiste et assez permissive qui préside les décisions de justice plutôt que des décisions fermes. Moi, je prends toujours cet exemple, et je viendrai sur le trafic de stupéfiants, de ces agents de la BAC de Sainte-Geneviève-des-Bois qui interpellent en flagrant délit un cambrioleur de nationalité étrangère et qui est rentré irrégulièrement sur le territoire national, en l'occurrence un Égyptien, et donc qui fait un vol par effraction, donc un cambriolage, qui étrangle une mamie qui va avoir 10 jours d'ITT, c'est-à-dire que c'est assez conséquent, et qui va frapper un agent, et devant le tribunal, la magistrate qui juge au nom du peuple français va dire au policier, oui, mais vous l'avez frappé aussi, monsieur, parce que vous êtes défendu. Bah oui, je me suis défendu. Et bah du coup, c'est des violences volontaires réciproques. Vous imaginez l'image que ça donne. Vous parliez tout à l'heure de confiance et de soutien politique sur la voie publique, mais on a aussi besoin de soutien judiciaire. C'est pas un blanc-seing pour faire n'importe quoi. C'est que quand on emploie la force dans des cas déterminés par la loi et que les policiers sont très intelligents, donc ils l'appliquent dans la majorité des cas, on puisse être au moins reconnu en tant que tel devant un tribunal. Et ensuite, la personne avait été remise en liberté pour recommettre derrière des mêmes méfaits. Donc c'est pour ça aujourd'hui que la réponse pénale, c'est important. Sur les trafics de stupéfiants, il faut arrêter les opérations de communication. Aujourd'hui, effectivement, moi je rends hommage aux policiers, notamment des quartiers nord de Marseille, puisque j'imagine que c'est ça que vous évoquez, avec la Castellane, qui est une cité connue, puisque c'est là dont est issu le footballeur national et international connu pour la Coupe du Monde 99 Zinedine Zidane. Il faut arrêter les mesures de communication. Il faut être dans les mesures d'action et d'efficacité. Pour ça, il y a les brigades spécialisées de terrain, il y a les brigades de police secours, il y a les brigades anticriminalité, il y a les brigades qu'on appelle les GSP, les groupes de sécurité de proximité, qui font aussi du travail de fond. Il faut qu'on occupe en permanence le terrain sur ces dealers. Les dealers tiennent les murs, nous, il faut qu'on tienne le terrain. Moi, je viens d'une cité où, quand les policiers passaient, les voyous trépassaient. Pourquoi ? Parce que quand vous rentrez chez vous, vous faites contrôler et à l'entrée avec vos voitures, et à l'entrée physiquement dans votre identité pour rentrer chez vous, qu'ensuite les boîtes aux lettres sont dégradées, que les murs sont noircis par les briquets, qu'ils installent toutes leurs chaises et leur matériel pour occuper le hall d'immeuble, bah, ça donne par exemple ce qu'on a connu à Vaux-en-Velin avec l'incendie et la mort de riverains qui ne demandaient rien et qui attendaient que la police pour les protéger et que la police le fait, mais que la réponse pénale n'est pas derrière. Donc, moi, je dis simplement, sur ça, c'est un premier point. Le deuxième point, il faut qu'on fasse des efforts, et ça sera une idée forte de Jordan Bardella et de Marine Le Pen, de ce qu'on travaille actuellement, c'est taper au portefeuille des voyous. Aujourd'hui, on a les groupes d'intervention régionaux, les GIR que Nicolas Sarkozy avait créés en 2002, quand il a été ministre de l'Intérieur, qui sont chargés d'étudier le patrimoine, les biens mobiliers et immobiliers, les comptes bancaires, etc., des trafiquants sur lesquels la police judiciaire travaille, les services d'investigation travaillent. Moi, j'estime qu'aujourd'hui, il faut qu'on puisse saisir tout de suite
tout ce que détient le dealer et même le dealer de proximité. Mais en France, c'est compliqué parce qu'il y a effectivement la propriété privée, mais moi je suis désolé, quand vous êtes un dealer qui roulait dans une Lamborghini, dans une Mercedes ou dans une grosse berline de luxe et qui a un train de vie qui n'est pas celui qui colle à sa personnalité, c'est-à-dire qu'il ne travaille pas, qu'il n'a pas de ressources officielles déclarées aux impôts ou à l'administration, et ben j'estime que tout ce qui va être lié à cet individu que les policiers vont constater, il faut qu'on puisse, je parle dans la phase d'enquête, on puisse le saisir et l'attribuer tout de suite au service de police. C'est comme les rodéos, on en parlait tout à l'heure, une mesure forte, c'est qu'on puisse, et les syndicats à l'unanimité le demandent, on puisse saisir tout de suite les crosses et les détruire immédiatement, parce qu'on va pas les remettre en circulation pour que ça permette de refaire les mêmes conneries et souvent les mêmes individus, qu'on les détruise tout de suite. Vous savez, les voyous auxquels on fait face, ils n'aiment pas les grands discours et les grandes théories de Sciences Po ou des experts autoproclamés tutologues des plateaux télé. Ils veulent des choses qui tapent fort. Saisie du matériel qui permet de commettre l'infraction, destruction pour les rodéos, attribution au service de police comme on est en enquête. Comme ça, moi, j'estime qu'on est sur une logique intéressante, tripartite. Vous dites aux agents, faites des affaires, faites des belles affaires, vous ferez plaisir. Et en même temps, tout le matériel que vous saisirez, tout l'argent que vous saisirez, on peut estimer qu'il y a une partie qui viendra au service d'enquête, ce qui les motivera puisqu'ils auront récolté les fruits, finalement, de leur travail et du sacrifice, parce que souvent, on ne fait pas 8h, 18h dans la police, on fait des horaires débridés, parce qu'on fait face à des voyous débridés qui n'ont pas, effectivement, des horaires de bureau. Et donc, du coup, moi, je dis simplement que c'est du gagnant-gagnant. Et on pourrait même aller plus loin. Pour les communes qui veulent investir dans les polices municipales, dans la vidéoprotection, ils pourraient bénéficier du fruit du travail des policiers. Et après, aujourd'hui, le sujet, j'en finirai là, mais c'est toujours technique, on a l'Agrasc, c'est la seule agence excédentaire de l'État, puisqu'elle finance, elle est financée grâce aux avoirs saisis aux criminels par les policiers et les gendarmes. Mais aujourd'hui, c'est une répartition nationale. C'est pour ça que moi, je veux délocaliser et finalement déconcentrer et rapprocher les saisies faites par les services directement par ceux qui ont permis d'avoir ces bons résultats. Avant de passer à, justement, avant d'aborder la thématique très précise de l'ultra-gauche, j'aimerais qu'on revienne une dernière fois sur ce qu'a représenté en fait, la période des émeutes. Parce qu'en fait, finalement, on arrive bientôt 1 an enfin, pour les émeutes. Est-ce que vous pourriez justement en fait, me raconter comment vous avez vécu ça, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui s'est joué? Est-ce que ça a été, selon vous, simplement une question de délinquance, qu'il y a eu aussi une crise identitaire qui s'est mêlée à ça? Comment vous l'avez vécu, vous? Bon, d'abord, moi, à l'époque, je travaillais de nuit. Donc, je travaillais cette nuit-là ou le matin, parce que ça a eu lieu vers 8h15, après, d'ailleurs, de la... Enfin, je la refais. Moi, d'abord, je l'ai découvert le mardi matin. Ça, je me rappelle que c'était un mardi, puisque dans la nuit dernière, moi, je travaillais, puisque j'étais numéro 2 de la BAC départementale de nuit du Val-de-Marne. Quand je me suis réveillé, j'ai vu la vidéo qui était diffusée au début et qui commençait à tourner sur les réseaux. Et effectivement, dans une bribe de vidéo qui était diffusée, on peut toujours se demander, est-ce que le tir est légitime? Est-ce que l'action de police est légitime? Sauf qu'on a des spécialistes, en fait, du mensonge et de la fake news qui prennent des bribes de vidéo pour en établir une vérité sans qu'il y ait d'enquête. Bon. Donc, moi, je me fie jamais aux bribes de vidéo qu'on m'envoie parce que je sais que souvent c'est truqué ou que c'est pas arrêté, on sait pas ce qui se passe avant, on sait pas ce qui se passe après. Donc voilà. Et finalement, est-ce que vous êtes dit à ce moment-là, vigilance. Non, mais je me suis dit en réalité qu'à mon avis, on devait avoir affaire, vu la berline qu'on pouvait voir sur la vidéo et vu la voiture qui redémarre, je me dis par expérience policière qu'on a encore des policiers courageux qui ont voulu éviter des victimes sur la route, de fous furieux au volant qui font tout et n'importe quoi et qui sont prêts à sacrifier des vies, celles d'innocents passant. Une grand-mère, un enfant, puisque ce matin-là, pardon de le dire, qui a oublié, mais c'est majoritairement là où les gens vont au travail. Alors, lui, Naël, il s'amusait à faire finalement du rodéo et rouler n'importe comment avec sa voiture. Les gens, en fait, qui sont dans la normalité, ils vont travailler ou ils vont à l'école. Et donc, du coup, je me suis dit, c'est des policiers courageux encore qui vont être mis au pilori, qui vont être jugés par finalement des gens qui ne nous connaissent pas et pire, qui nous détestent. Donc, ce qui s'est passé, c'est que par expérience policière qu'on a tous, quand il y a un événement comme ça qui fait le tour des réseaux sociaux, moi je suis entré en policier à 20 ans et il n'y avait pas encore le développement de TikTok, Facebook, Instagram et tous les réseaux qu'on peut connaître, on se dit la rumeur va très vite, c'est que dans une cité ou dans des quartiers, la rumeur fait très mal, parce que c'est souvent des fausses informations qui sont véhiculées, qui alimentent finalement la haine et la violence, et qui vont avoir un effet finalement très entraînant pour les voyous, notamment pour tout casser, tout brûler. Donc le mardi soir, il n'y a rien eu, à part dans le 92, notamment à Nanterre et dans les villes avoisinantes où ça a un peu chauffé, on a envoyé beaucoup d'effectifs et ça a été contenu. Le mercredi soir, ça a surpris quand même beaucoup de monde, puisque la contagion a touché tout le territoire national.
Donc le mercredi soir, ça a été quasiment l'apocalypse. On a eu des commissariats, des mairies, des médiathèques, des écoles qui ont été brûlées. On a eu des policiers et des gendarmes qui ont été agressés directement, et on a vu quelque chose de surréaliste. Je pense par exemple à Damary Lélis, par exemple dans Seine-et-Marne. On voit littéralement des sauvages qui investissent un commissariat de police et dont ils brûlent les voitures de police, les voitures des fonctionnaires de police privés, et qui ont voulu rentrer dans le commissariat avec l'armurerie, avec tous les éléments qui pourraient être dangereux si c'est détenu par ces voyous. Et donc, le jeudi, ça a été le paroxysme, finalement, de cette violence. Et moi, ce qui m'a marqué, c'est que par rapport à 2005, où en 3 semaines, il y avait eu les émeutes qu'on a connues avec l'état d'urgence déclaré par Dominique de Villepin sous l'ère de Jacques Chirac, là, ils ont fait en 3 jours ce qui avait été fait en 3 semaines en 2005, avec près d'1 milliard de dégâts. Et je vais même plus loin sur votre réflexion. Actuellement, la Nouvelle-Calédonie, qui est en proie à des scènes de guérilla civile, puisqu'on a quand même 2 gendarmes qui ont été tués, Nicolas et Xavier, Nicolas 22 ans, et Xavier 46 ans, Nicolas 22 ans. Quand vous avez un cercueil avec un jeune à sa fleur de l'âge, ça laisse jamais insensible. Et pareil pour Xavier, mais voilà, c'est vrai que la jeunesse de ce gendarme. Et donc on voit que finalement aujourd'hui, il n'y a plus de limite, et qu'on est prêt, les voyous, à tirer à balles réelles, à brûler des policiers et des gendarmes, parce qu'ils n'ont plus du tout de respect vis-à-vis de l'uniforme, vis-à-vis de ce qu'on représente, et ils nous voient même comme des bandes rivales. Et finalement, dans ces quartiers, pour répondre à la question identitaire que vous me demandiez, la préfecture de police avait fait un rapport en expliquant que dans les nombreux gardes à vue qu'on avait traités, puisque la force et le courage des policiers, c'est que non seulement ils ont lutté sur le terrain, nuit, j'allais dire nuit et jour, mais surtout la nuit évidemment, contre ces émeutes, nuit et jour, parce que quand c'est comme ça, en fait, c'est la famille, la police. Tout le monde revient travailler, qu'on soit en repos, qu'on soit en vacances, qu'on travaille 2 jours, tout le monde revient travailler parce que on a un sens fort qui est donné à notre métier, qui est celui de rétablir l'ordre et de protéger les plus faibles et de faire en sorte que les institutions de la République ne tombent pas, parce que quand on s'attaque aux écoles, aux commissariats, aux mairies, finalement, c'est les institutions de la République. Et donc, du coup, sur cette question identitaire, la préfecture de police avait été très factuelle. Il y avait une surreprésentation de jeunes français, nationalité française, issus de l'immigration, finalement comme moi par exemple. Et ce que je trouve regrettable, c'est que dans nos quartiers aujourd'hui, on a un grand nombre de jeunes qui sont des Français, issus de l'immigration, mais qui ne se sentent pas français ou qui n'aiment pas la France. Et c'est bien le drame de notre pays, c'est que, comme on leur explique qu'ils sont victimes des violences policières, du racisme de policiers, que l'État en veut à leurs parents et que c'est les anciens tortionnaires des générations précédentes dont ils sont issus, avec notamment la colonisation ou les conflits qu'on a pu connaître dans le monde, et derrière, on en fait finalement des bons robots de l'ultra-gauche et de l'extrême-gauche en disant la France, elle vous aime pas, elle n'a pas été respectueuse de vos aînés, donc finalement, il faudra bien lui rendre négativement dans vos générations et mener le combat. C'est un peu, c'est complètement le discours de l'ultra-gauche et même des frères musulmans sur certains aspects de ce que je viens d'évoquer. Et vous prenez des villes, par exemple, comme La Verrière, à côté de Trappes dans le 78, c'est pas anodin, c'est une ville qui est malheureusement gangrénée par la radicalisation islamiste. D'ailleurs, à côté, vous avez Trappes, où malheureusement, on a constaté, lorsqu'il y avait beaucoup de jeunes qui partaient faire le djihad en Syrie et dans les zones qu'on connaît bien, afghanistano-pakistanaises, etc., on constate qu'elle a envoyé un contingent très important. Et c'est pas anodin si 2 écoles ont été brûlées à La Verrière. Parce que c'est des quartiers où finalement, on a une économie parallèle qui s'est mis en place par rapport à l'économie réelle et de la République, qui est celle du SUP. Ensuite, vous avez des règles de la communauté nationale qui sont remplacées par des règles communautaristes. Et puis, dans la logique et la continuité, on estime que quand vous êtes policier, gendarme, mais même plus loin maintenant, les médecins, les aides-soignants, les infirmiers, les professeurs, les pompiers, parce que voilà, ils représentent une bande rivale, ou en tout cas des gens extérieurs au territoire que veulent imposer finalement les gens radicalisés, les gens islamistes et les gens qui s'adonnent à des trafics de stupéfiants. D'ailleurs, ils sont une porosité entre les deux sur le financement du terrorisme, etc. Donc aujourd'hui, le gros défi de notre République, c'est de récupérer, et c'est pour ça que Jordan Bardella a souvent dit que le temps joue contre nous, puisqu'on a perdu déjà trop de temps, ces quartiers qui finalement sont ceux d'un autre droit. C'est pas des zones de non-droit, parce que ça serait faire offense aux policiers, aux gendarmes qui, tous les jours, toutes les nuits, je peux en témoigner, ils vont armés souvent de leur seul courage, de leur seule volonté, de leur seule passion de servir et de faire en sorte que ces territoires ne soient pas définitivement perdus de la République, mais en tout cas, quand on arrivera, et je l'espère par la confiance des Français évidemment, aux responsabilités, il faudra que, évidemment, on ait une main qui ne tremble pas et qui soit implacable contre l'islamisme radical. Aujourd'hui, l'islamisme, c'est ce qui gangrène nos quartiers, avec tout le package qui va avec, les trafics de stupéfiants, les bandes rivales, les agressions de tous ceux qui portent l'uniforme ou qui représentent des institutions, y compris, vous l'avez dit, des pompiers, des médecins ou du personnel médical, et même l'école, parce que Dominique Bernard, par exemple, ou Samuel Paty, sont morts
assassinés par le terrorisme islamiste. Donc ça va être vraiment un combat, une guerre, parce que, évidemment, on fait face à des gens qui sont armés intellectuellement, parce qu'ils ont un endoctrinement idéologique assez fort sur des populations qui sont souvent faibles d'esprit, mais qui derrière peuvent passer à l'acte. C'est souvent les profils qu'on a vus des terroristes islamistes. Et donc derrière, il y aura vraiment un combat sans merci à mener vis-à-vis de ces gens-là. Aujourd'hui, il est mené, mais pas ce qu'il devrait être. Vous voyez, moi je suis désolé, mais quand le ministre de l'Intérieur explique qu'il reste encore des étrangers islamistes ou même des personnes qui sont radicalisées, par exemple des imams qui prêchent comme M. Majoubi ou encore M. Ekwisen, des prêches anti-républicains qui sont contre l'égalité homme-femme, qui sont contre les valeurs de la République. C'est dommage qu'il fallait attendre des signalements d'élus ou qu'il y ait des réveils locaux pour que l'État s'en saisisse et les expulse avec toutes les procédures qu'on connaît. Parce que nous, on est les champions de se tirer une balle dans le pied. Il y a des recours au Conseil d'État, aux instances nationales. Alors finalement, est-ce qu'on est sur un gouvernement qui est élu directement par les Français, par le président, ou un gouvernement des juges? Ça aussi, c'est un vrai sujet. Parce qu'aujourd'hui, entre la Cour européenne des droits de l'homme, le Conseil d'État, la Cour de cassation, la Cour de justice de l'Union européenne, on invente des structures en veux-tu, en voilà, mais derrière, qui c'est qui trinque? C'est les pauvres victimes. Voilà. C'est sur la question des islamistes, des terroristes, c'est assez intéressant parce que nous-mêmes, en fait, chez Livre Noir, on est menacés régulièrement. Moi, par exemple, j'avais révélé la présence d'un djihadiste dans le 20e arrondissement de Paris. Et c'est vrai que depuis qu'on a fait notre infiltration aussi au sein de Urgence Palestine, on en reçoit en fait, régulièrement des menaces de mort, devant chez nous même. Et je rencontre aussi beaucoup de gens qui, effectivement, sont amenés à être sous protection policière, pour le coup, pour leurs idées, pour ce qu'ils ont pu avancer. Je pense même à la chercheuse Florence Berger-Blacker, qui est obligée de se déplacer en permanence avec le SDLP. Oui, service de la protection. À la personne. Et justement, où est-ce qu'on va en fait avec ça? Est-ce qu'on va être amené en fait à devoir mettre de plus en plus de gens sous protection policière? Comment ça se fait quand finalement on en soit arrivé là aujourd'hui en France à devoir en fait mettre de plus en plus de personnes, tous les gens qui veulent parler, oser combattre l'islamisme et doivent être aujourd'hui sous protection policière? D'abord, je pense qu'il y a un combat idéologique. Aujourd'hui, il y a un raccourci nauséabond, insupportable qui est fait entre le patriotisme et le racisme. On peut être patriote sans être raciste. Et c'est le cas de la totalité des gens qui sont patriotes. Quand on dit qu'on n'a pas fini d'être français, c'est qu'on est fier d'appartenir à un pays, à une nation où il y a un hymne national qui est la Marseillaise avec le drapeau bleu blanc rouge. Quand on voit que aujourd'hui la France insoumise elle épouse toutes les thèses anti-républicaines, islamistes, avec, on l'a vu malheureusement le 7 octobre et ces véritables assassinats terroristes islamistes qui ont été commis sur le territoire d'Israël. Moi je pense qu'il faut mener d'abord ce combat idéologique. On est patriote, on aime son pays, on aime sa nation, on aime sa patrie. Ceux qui en portent l'uniforme, d'autant plus qu'ils l'aiment, qu'ils la défendent avec bravoure et courage. Et donc ça, c'est important de le dire. Voilà. Moi, j'appartiens aujourd'hui à un parti qui aime son drapeau, qui aime son hymne national, qui aime défendre les Français de cœur et d'esprit. Nous, on ne distingue personne sur une origine, sur une culture, sur une religion. Nous, la distinction, on l'a fait comme dans tous les États du monde, sur la nationalité. Aux États-Unis, quand vous arrivez à l'aéroport, moi j'étais à New York il y a 10 ans, à l'aéroport Kennedy, on dit tu rentres pas, ça fait un peu discothèque, mais c'est ça. Soit on accepte que tu rentres sur notre territoire, soit on accepte que tu rentres pas. Et si tu y rentres, on se garde la latitude de dire tu restes ou tu restes pas, tu pars si on veut que tu partes. Et c'est aujourd'hui, par exemple, quelque chose sur lequel nous, au Rassemblement national, on va avancer. Voilà. Être patriote, c'est de dire qui rentre, qui sort et qui reste. Quand on a plus de 90% des déboutés du droit d'asile, dont on estime par les juridictions administratives qu'ils n'ont pas les conditions réunies pour être éligibles à l'asile, qui ne sont pas renvoyés dans leur pays d'origine, ça n'a plus de sens. Parce que finalement, c'est la loi qui est votée par les représentants du peuple qui sont directement élus par les citoyens. Et donc, il faut la respecter. Si elle n'est pas respectée, elle n'a plus de sens et elle ne vaut plus rien. Et puis finalement, c'est l'anarchie. Pareil pour les obligations de quitter le territoire français. C'est des cartons jaunes qui ne servent plus à rien, puisque quand vous arrêtez quelqu'un, vous le ramenez au commissariat, je schématise pour faire comprendre aux gens, vous lui donnez un document administratif qui fait 100 lignes et dont la personne à qui on donne souvent ne comprend pas grand-chose. Et derrière, on lui dit, t'as un mois pour partir. Et il ressort libre. Il se dit, quel avantage j'ai à partir? Je ressors, je recircule en France, et puis si je me fais rattraper, ça sera encore une nouvelle OQTF, parce que vous savez qu'en plus, ces OQTF, c'est un peu comme les petits poussés. Ça se multiplie dans toutes les préfectures où vous passez. Donc si vous faites la tournée des popotes en France, si vous allez à Nanterre, si vous allez à Lille, si vous allez à Lyon, chaque fois, c'est une OQTF. Puis au bout d'un moment, quand il y a un peu de place, parce qu'aujourd'hui, les centres de rétention administrative, qui représentent à peu près
j'oublie pas nos territoires ultramarins, donc j'ai compte dedans un peu plus de 2200 places, quand il y a plus, aujourd'hui, ils sont majoritairement occupés par des détenus étrangers qui ont fini leur peine et qu'on veut expulser, ce qui est une très bonne chose d'ailleurs, et ce qui complexifie, on n'en parle pas beaucoup, le travail de ces courageux policiers dans ces CRA, qui aujourd'hui ne gèrent plus des publics faciles, mais des publics de voyous, et qui sont du coup dangereux, qui sont difficiles, et qui sont aujourd'hui bien difficiles à contenir dans des centres de rétention administrative, et donc du coup, le délit de séjour irrégulier en France, qui a été supprimé par François Hollande, c'est quelque chose aussi qui nous a tiré une balle dans le pied. Parce qu'avant, on avait une infraction pénale simple pour quelqu'un qui se maintenait sur le territoire national après y être entré par effraction. C'est la nature d'un clandestin que d'être rentré illégalement sur le territoire national en France. Et donc voilà, donc on nous a désarmés juridiquement, administrativement et moralement face à des individus qui ne respectent pas la loi française et qui en plus n'ont pas la nationalité. On a déjà du mal à gérer nos voyous nationaux dans la délinquance qu'on a évoquée jusqu'à présent et on va pas non plus être la poubelle du monde. Alors après, on nous a dit pour les terroristes, ils sont tous psy. Oui, quand on fait des attaques au couteau ou qu'on attaque avec sauvagerie et barbarie nos concitoyens, c'est rarement des prix Nobel de la paix ou des prix Nobel de l'intelligence. Donc, en plus de devoir accueillir tous les voyous du monde, il faut qu'on accueille tous les fous du monde. Donc, ça aussi, c'est formidable. On n'a pas vocation à être la poubelle ni l'asile psychiatrique du monde, en fait. Voilà, on a déjà du mal avec nos propres nationaux. Vous savez qu'il manque des places en lit psychiatrique de manière très importante, sans parler des personnels. Donc ça, je tiens à le redire sur votre média. Ensuite, sur les personnes qui sont menacées, vous avez le service de la protection. C'est vrai que vous me donnez l'occasion de parler de ces agents de l'ombre, parce que d'habitude, c'est ceux des services de renseignement dont on parle lorsqu'on dit dans l'ombre, parce qu'ils sont très efficaces, parce qu'ils sont discrets. Le SDLP, c'est pareil. Finalement, c'est des agents qu'on attribue à une personnalité en fonction d'un risque qui est évalué par l'unité de coordination du CLAT, l'unité de coordination de lutte antiterroriste, qui met un certain niveau, et selon le niveau, il y a une protection qui est effective. Thibault de Montbrial, par exemple, est classé dans la protection maximale. Il bénéficie d'une protection maximale puisqu'il est menacé dans les fonctions qu'il occupe et dans les communications qu'il fait par notamment des islamistes. Et donc, effectivement, aujourd'hui, on manque de monde dans ces services. Ils cumulent à gogo les heures supplémentaires et c'est en fait un sacrifice encore plus fort de ces agents parce que eux, finalement, ils n'ont quasiment plus de vie. Ils ont des périodes de repos, mais qui parfois sautent parce qu'il faut remplacer un collègue ou parce qu'il y a une personnalité qu'il faut renforcer ou parce qu'il y a des décalages à l'étranger qui sont exigés. Et donc, du coup, vous avez raison, va se poser demain la question de qui on protège, comment on les protège, avec quels moyens, avec effectivement un débat public où lorsqu'on a des positions, on peut être taxé de raciste ou on peut être taxé de islamophobe aussi. Et donc, il y a même des fatwas qui sont mis sur la tête des gens, c'est peut-être ça dont vous faites référence. Et donc, c'est le travail du SDLP. Et d'ailleurs, je rappelle que Franck Brinsolaro, ce policier de la rédaction de Charlie Hebdo, le 7 janvier 2015, a été tué parce qu'il protégeait Charb, qui faisait l'objet de menaces islamistes par ses publications qui étaient jugées blasphématoires et offensantes pour le prophète Mahomet. Alors, je ne parle pas des musulmans, je parle des islamistes. Et d'ailleurs, j'ai l'occasion de le dire, là, et c'est un défi majeur, et c'est quelque chose qui me tient très à cœur, parce que je reste policier dans l'âme et dans l'esprit, quand les terroristes, les frères Kouachi, sortent de la rédaction de Charlie Hebdo, rue Nicolas Appert, dans le 11e arrondissement à l'époque, ils viennent de décimer une rédaction qui a été assassinée parce qu'elle était jugée blasphématoire et offensante pour le prophète, qui est complètement dévoyé par ces terroristes islamistes. Sur la route, ils ont croisé qui ? Ils ont croisé Ahmed Merabé, policier français, de nationalité française, que les Parisiens connaissaient bien, puisqu'il travaillait dans le 11e arrondissement de la brigade VTT, et qui a fait face à des islamistes radicaux, là où lui, il était musulman, mais français avant tout, et qu'il avait une foi qu'il exerçait en compatibilité avec les valeurs de la République. Et ça, c'est un message fort. Il faut aujourd'hui que tous les musulmans qui pratiquent leur foi dans le respect des valeurs de la République, qui sont français avant tout, comme les juifs ou comme les catholiques, mais les musulmans, élèvent de la voix et combattent avec vigueur et avec rigueur ces islamistes dans les quartiers, dans les écoles, dans tout, dans le sport, dans tous les secteurs où ils peuvent s'immiscer. Et le parti que j'ai la fierté d'intégrer aux côtés de Marine Le Pen et de Jordan Bardella, on accueille tous les Français de cœur et d'esprit. Et c'est pas une vue d'esprit ou une position béni oui-oui, c'est une position courageuse. Parce que si aujourd'hui et demain on dit que tous les musulmans de France ne sont pas compatibles avec la République et sont une menace donc pour la République, on va envoyer à l'échafaud et chez les radicaux tous ceux qui respectent nos règles et nos valeurs. Et moi, je suis bien placé pour le dire, dans la police, dans la gendarmerie, j'ai énormément de collègues et de camarades de la gendarmerie qui ont une foi qui peut être celle catholique ou juive ou musulmane, mais qui sont avant tout français et qui défendent la France. Voilà.
Et quand on oublie ça, on oublie l'essentiel. Parce que on va dire quoi demain à ces policiers, ces gendarmes par exemple, qui défendent la France, qui portent la France au cœur et qui risquent leur vie tous les jours pour la France. On va leur dire, vous avez une religion qui n'est pas compatible, et donc du coup, tu as défendu la France avec l'uniforme français, avec le bleu, blanc, rouge sur l'épaule droite. Vous savez, vous regardez les exécutions, il y a toujours le bleu, blanc, rouge, quel que soit le service auquel on appartient. Et on va dire, il va falloir partir, il va falloir changer de religion, parce que tu es un paria ou tu es un étranger à la République. Non. Donc il faut faire attention à ce qu'on dit, parce que ça, c'est un exemple fort. Et vous avez beaucoup de policiers et gendarmes qui protègent les Françaises et les Français, j'y tiens, quelles que soient leurs convictions politiques, philosophiques, religieuses et leur orientation sexuelle. Ça, c'est important et c'est tout à l'honneur des forces de sécurité intérieure qu'on a l'honneur d'avoir dans notre pays. Et je leur rends un vibrant hommage parce que malheureusement, dans mes cadres de fonction syndicale, j'ai eu trop souvent été amené à les accompagner jusqu'à leur dernière demeure devant leur famille. Quand vous avez un jeune policier de 22 ans, de 30 ans, de 40 ans, avec les enfants qui remettent la médaille sur le cercueil de leur père ou de leur mère, quand vous avez ces 2 filles d'Éric Masson, quand vous avez cette fille Justine de Romain Boulange qui a été tuée par une criminelle de la route à Lille le 5 septembre 2020, qui était droguée et alcoolisée, qu'on connaissait encore que trop bien, c'est vrai que ça fout la haine parce que c'est des vies qui sont perdues, qui sont sacrifiées, alors que je dis pas que le risque zéro existe, mais en tout cas, on ne se donne pas tous les moyens aujourd'hui pour lutter contre les islamistes, contre les voyous, contre les délinquants, et ça va être vraiment, c'est vraiment l'objectif que nous, on s'assignera, parce qu'il n'y a pas de liberté sans sécurité, et il n'y a pas de paix sans ceux qui la préservent. Et c'est ça que nous, on dit, et qui est aux antipodes, effectivement, des discours de l'ultra-gauche et de l'extrême-gauche. Justement, l'ultra-gauche et l'extrême-gauche, là-dedans, ça peut être un point de vue politique, c'est vrai qu'elles sont en total désaccord. Je parle politique, c'est-à-dire qu'elles parlent parfois de désarmement de la police. Comment est-ce qu'elles peuvent en arriver, selon vous, à ces conclusions-là, d'un point de vue rationnel? Je veux dire, qu'est-ce qui fait qu'elles pensent ça? Et autre chose, c'est vrai que, pour aller toujours dans le sens d'ultra-gauche, c'est que je pense que beaucoup de Français aujourd'hui sont assez choqués en fait, quand ils voient les manifestations, notamment la présence de Black Bloc, et voient en fait avec quelle impunité on peut aujourd'hui lancer des cocktails Molotov. Je pense à la manifestation des retraites à Sainte-Soline. Cette semaine, on ne sait pas, vendredi, le jour où sortira cet entretien, il y aura eu encore les soulèvements de la terre qui ont rappelé en fait, au niveau de Castres à une manifestation. C'est un scandale, ça, les soulèvements de la terre. Mais donc voilà, justement, comment est-ce qu'en fait, comment à la fois d'un point de vue politique, la LFI peut justifier en fait le fait de désarmer la police dans ce contexte de violence, et comment, d'un point de vue des manifestants, on peut arriver à une telle impunité, à une telle lâcher-prise de la violence envers la police? D'abord, moi je le dis, je le redis, quitte à bassiner les oreilles des uns et des autres, le 1er mai 2023, on avait, dans le cadre des manifestations de lutte contre la réforme des retraites, des Black Blocs qui sont en fait l'émanation violente des antifas lorsqu'ils se griment de noir pour cacher leur visage, leurs vêtements, pour pas qu'on les reconnaisse les antifas ultérieurement. Ils ont lancé un cocktail Molotov sur un policier de la compagnie d'intervention de la direction de l'ordre public et de la circulation. C'est ceux qui gèrent en gros l'ordre public et la manifestation sur le secteur de la préfecture de police de Paris. Il a été brûlé vif et c'est grâce au courage et à l'intervention de ses collègues qu'il a évité la mort et qu'il a évité finalement de voir sa propre vie défiler sous les flammes des antifas. On a été reçu à l'époque par le directeur de cabinet du président de la République, Emmanuel Macron, et par le ministre de l'Intérieur. Sauf que la Macronie, c'est toujours la même histoire, c'est plein de promesses et derrière, c'est plein de paresse. On nous avait dit, ah oui, on peut refaire une anti-casseur. On dit oui, mais le Conseil constitutionnel l'a censuré. Mais oui, mais elle l'a censuré, pas parce qu'elle trouvait que c'était légitime ou que c'était illégal de faire ce qu'on a fait avec les stades de foot pour les hooligans. Elle a dit ça a été rédigé avec les pieds ou avec les mains. Vous choisissez comme vous voulez. La loi, elle a été mal ficelée, mal rédigée, mal calibrée. Et donc, du coup, elle tombe sous la censure du Conseil constitutionnel. Bon, d'ailleurs, on pourrait s'interroger sur l'impartialité du Conseil constitutionnel quand on voit que toutes les décisions sont rendues actuellement dans le sens du gouvernement. Et qui sont d'anciens politiques ou d'anciennes personnes qui sont tous sauf magistrats de profession, pour la plupart. Donc, parenthèse fermée. Mais en tout cas, nous, ce qu'on dit, c'est que la première mesure qu'il faudra faire, c'est de faire une loi anti-casseurs. Marine Le Pen s'acharne à ce que dès qu'elle arrive aux responsabilités, tous les projets de loi soient prêts pour que d'entrée de jeu, on saisisse le Parlement qui sera élu par les Françaises et les Français pour faire un pacte de choc sur l'autorité, sur la confiance aux forces de l'ordre et sur le rétablissement de l'ordre en France. Et sur les antifas, c'est très simple, on fera comme les hooligans. Quand on vous chope dans les manifs ou que les services de renseignement qui connaissent largement les profils de l'ultra-gauche qui sont aujourd'hui un poison de la République et qui sont les nouveaux fascistes en fait de l'État puisqu'ils veulent mettre à bas nos institutions et ceux qui la défendent et notamment les policiers et les gendarmes,
eh ben on les fera pointer pendant, avant et après la manifestation au commissariat de la brigade de gendarmerie. Je vous prie de croire que ça va en calmer certains, ça va détendre leurs ardeurs, et qui plus est, ça permettra d'avoir chez eux des gens qui viennent dans les manifestations voler les revendications souvent sociales ou sociétales des gens honnêtes. Et le vrai droit, c'est de manifester pour ces gens pacifiques. C'est pas pour ces voyous en noir de cramer, de brûler, de se faire du policier, de détruire l'outil des commerçants, comme par exemple ces commerçants qui consacrent et sacrifient toute leur vie à avoir une boulangerie, une photocopieuse ou un pressing, et qui les voient complètement partir en fumée, détruire par des gens qui sont souvent des bobos assez frustrés et qui n'ont jamais reconnu leur vie, qui n'ont pas travaillé, qui ont été bercés par papa et maman du début jusqu'à la fin avec une cuillère d'or dans la bouche, et qui sont le profil de ceux qu'on arrête et qu'on documente bien. Et donc nous, on aura le courage de dire, ça c'est pour la partie législative, donc ça c'est le premier package, ils vont pas être déçus parce qu'il y en a plusieurs qui vont suivre derrière, comme ça on va leur faire la totale. La deuxième chose, c'est qu'on va pas attendre qu'ils mettent à sac nos centres-villes, qu'ils détruisent X magasins et qu'ils brûlent des gens avant de dire, ah ben là c'est bon, on a les images, on a le cadre, si les policiers interviennent et les gendarmes interviennent, maintenant ils seront protégés en disant, bah, vous avez pas vu, c'est pas nous qui avons commencé, c'est eux. Non mais en fait on s'en fout. Au bout d'un moment, il faut savoir ce qu'on veut. Moi, quand je vois des Black Blocs prendre la tête des cortèges à la place des syndicats, ça m'inquiète. Quand je vois du noir arriver devant, c'est-à-dire l'obscurantisme sur la République, à la place des syndicats qui sont finalement la lumière, dans l'obscurantisme, il y a finalement cette idée que la lumière est éteinte. D'ailleurs, malheureusement, aujourd'hui, notre pays a été éteint par nos dirigeants et nous, on a la prétention qu'on rallumera la lumière. Oui, dès qu'on voit des gens en masse se grimer, se dissimuler le visage et d'être tout en noir parce qu'il faut pas avoir fait Sciences Po l'ENA pour comprendre qu'ils vont commettre des exactions, tout de suite les instructions sont très claires. On n'attend pas que ça brûle, on n'attend pas que ça casse, on n'attend pas qu'on ait un policier au sol, on enverra tout de suite nos forces mobiles qui sont professionnels, exemplaires, spécialistes du rétablissement de l'ordre. On ira au contact pour briser, interpeller et mettre fin à ces constitutions de Black Bloc. La consigne politique, elle sera claire, on l'assumera, et on va me dire, oui, mais ça fait pas des belles images. Mais en ordre public, on n'est pas là pour faire des belles images. On est là pour avoir des belles manifestations. Donc si on veut des belles manifestations, il faut virer de ces cortèges ces voyous en noir, ces criminels lorsqu'ils brûlent des policiers, pour que les gens pacifiques puissent défiler tranquillement. Et au moins, on pourra avoir à nouveau des familles, des gens honnêtes, des gens pacifiques qui pourront aller aux manifestations sans avoir la peur au ventre. Parce qu'aujourd'hui, ce qui fait peur à ces manifestants, c'est pas ceux qui portent l'uniforme de la République, c'est ceux qui portent du noir entièrement de la tête aux pieds sur eux, et dont il n'y a pas une volonté politique de lutter contre eux. Et je vais plus loin, parce que vous n'allez pas être déçus finalement du voyage, puisqu'il y a eu le décollage, là j'étais sur la vitesse de croisière, on va être sur l'atterrissage. On connaît bien ces organisations, ces milices qui en fait agissent en toute impunité dans notre pays. Voilà, les soulèvements de la terre, on les connaît, on les a identifiés. La sous-direction antiterroriste de la Direction nationale de la police judiciaire les connaît parfaitement bien. Ils en ont d'ailleurs interpellé une portée assez importante. Quand il y a eu des dégradations dans les Bouches-du-Rhône d'une usine de Lafargue avec plus de 6 millions d'euros de dégâts, quand il y a eu des dégradations commises sur les champs des agriculteurs, quand il y a eu Sainte-Soline, de toute façon, les soulèvements de la terre, dès qu'il s'agit de casser du flic, de casser l'outil des agriculteurs ou de mettre à bas nos institutions, ils sont toujours de la partie. C'est pas compliqué, ils sont présents. Et comme ça suffit pas d'avoir des voyous en France, ils font la tournée de toute la popote d'Europe, ils vont en Espagne, ils vont en Italie, ils vont en Belgique, ils vont même en Allemagne, et ils font venir comme à Sainte-Soline tous les voyous qui détestent finalement la France, la police et les gens qui sont honnêtes, sous des prétextes de combats agricoles ou des combats sociétaux, pour mettre à bas nos institutions. Et ben c'est pareil, il faudra les dissoudre, et il faudra les tenir au talon et à la chaussure. Parce que souvent ils se reconstituent, souvent ils se mettent sous notre mouvance, et ben il faut les chasser jusqu'au bout. Voilà, judiciairement, pénalement, administrativement, nous ça sera le package. Donc vous voyez, c'est très simple, nous. Avant, quand on connaît et identifie l'ultra-gauche et les casseurs, eh ben ils seront interdits de manifestation dans l'état de droit avec, comme les hooligans pour les stades de foot, l'obligation de pointer dans un commissariat de brigade de gendarmerie. Ensuite, nos services de renseignement qui connaissent bien les milices et tous ces groupuscules d'ultra-gauche, on va les dissoudre et on va les tenir au basket. Et ensuite, effectivement, enfin, on aura aussi une politique pénale ferme, parce que souvent, celui qui a cassé, qui a brûlé, il arrive dans le tribunal, ah bah oui, mais il travaille. Alors, d'ailleurs, c'est souvent marrant, parce que quand je me souviens, au tribunal judiciaire de Paris, à la porte de Clichy, le mec, il nous explique qu'il travaille chez McDo, mais il est contre le capitalisme. Alors ça, c'est exceptionnel. En fait, il est contre l'employeur qui le paye et qui lui donne à manger à la fin du mois. C'est un peu comme Louis Boyard avec TPMP et Cyril Hanouna. En fait, il est contre le groupe Bolloré, mais quand il s'agissait d'encaisser les chèques et de se faire du beurre, tant
sur la célébrité que sur l'argent sur le dos de TPMP du groupe Bolloré, il n'y avait pas de sujet. Là, il était bien d'accord d'encaisser l'échec. Enfin, moi, quand je suis contre une idéologie, une institution, une entreprise ou un groupe, je ne vais pas me présenter pour travailler avec eux, pour être sur le plateau avec eux et pour encaisser l'argent que j'estime sale et finalement pas clair, puisqu'il parlait d'exploitation en Afrique, du groupe Bolloré, etc. Donc tout ça, c'est un combat aussi idéologique et encore une fois, on parle de courage politique, mais nous, on ne sera pas le parti qui lâchera et qui lâchera dès la première incartable ou dès la première difficulté des policiers et des gendarmes. C'est quelque chose de sérieux et je pense que dans les nombreux témoignages que j'ai, parce que j'ai été 20 ans policier de terrain et même encore aujourd'hui, les policiers et les gendarmes, ils sont prêts à lutter contre les voyous, à lutter contre les ultras, à lutter pour la sécurité des gens. D'abord, si on leur donne les moyens, évidemment, matériels, humains, parce que souvent on me dit, Gérald Darmanin fait beaucoup pour les policiers, on partait du sous-sol. Donc quand on passe du sous-sol à la cave et de la cave au rez-de-chaussée, c'est toujours mieux que quand on reste au fond du trou. On partait tellement loin, moi je me rappelle des véhicules de police qui avaient 220 000 km, vous voyez encore aujourd'hui des fois des fourgons de police dont les portes latérales elles tombent lors des manifestations ou lors des opérations de sécurisation. Oui, d'accord, nous on fera plus, on recrutera plus de policiers que la droite a supprimé, on mettra des véhicules qui ont un peu plus de la gueule. Les 3008 c'est sympa, mais quand vous luttez aujourd'hui contre des gros bolides ou des grosses voitures de luxe, vous voyez, en Belgique, en Allemagne, ils ont des BMW, ils ont des Audi, pardon de citer les marques, mais voilà, ils ont des voitures qui ont de l'allure et qui donnent aussi la fierté d'être policiers. Le but, c'est pas de parader et de rouler des mécaniques. Le but, c'est qu'on inspire le respect par une tenue qui soit moderne, par des voitures de police qui soient modernes et qu'on change rapidement. Je me permets de vous le dire parce que quand j'étais en bac départemental de l'Union, ma hantise, c'est qu'on avait des véhicules cassés, non pas que je voulais pas que mes policiers travaillent, mais c'est que derrière, on ne les remplaçait pas. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui mine les commissariats et les gendarmeries. Il faudrait que ça soit des voitures témoins. Elles sortent, il ne faut pas d'incartable, il ne faut pas d'accident, il ne faut pas... Non, mais le but, c'est pas de les cartonner. Le but, c'est qu'on soit respecté et qu'on puisse faire notre travail. Donc tout ça, c'est un choc, c'est un package qu'on va proposer aux Françaises et aux Français en 2027, puisque les Européennes s'y prêtent un peu moins, même si sur l'Europe, il y a des sujets, si je termine par là, la suppression des fouilles systématiques après les parloirs dans les prisons qui mettent en danger nos surveillants et nos agents pénitentiaires, c'est les juges européens. L'impossibilité pour les policiers en zone frontalière, notamment entre la France et la Belgique, de poursuivre des auteurs de refus d'obtempérer simple parce qu'eux doivent s'arrêter à la frontière, mais évidemment pas les voyous, c'est aussi une problématique européenne. Quand vous avez aussi, par exemple, dans les enquêtes pour géolocaliser les suspects ou pour faire des factures détaillées, ça aussi c'est les juges européens qui nous imposent, sans parler du carcan procédural des jeunes, on est les faillots de l'Europe. On surtranspose plus que ce que l'Europe nous demande, sachant que l'Europe nous demande déjà l'impossible. Donc ça aussi, c'est quelque chose, l'inflation législative et l'inflation des normes qu'on arrêtera, parce qu'en fait, on fait croire aux gens qu'on leur donne plus de droits, mais c'est toujours plus de paperasse pour les policiers et les gendarmes. Donc tout ça, ça nécessite de remettre la France en ordre à bien des égards, comme je vous l'ai indiqué. Merci beaucoup Mathieu Vallet, merci d'être venu dans notre fauteuil. Je veux dire que c'est quand même agréable d'avoir un politique avec ce tempérament qui est d'une franchise absolue sur ces sujets-là. Là, ça ne peut pas que des amis. Hein. Là, je sais. Moi, je suis pas là pour me faire des amis. Moi, je pense pas à l'extrême gauche justement. Oui, non, mais avec des amis comme ça, je m'en passerai. Vous savez, il y a un dicton que ma mère m'apprenait, parce que moi, ma mère m'a élevé dans une éducation assez simple et modeste. C'est il vaut mieux être seul que mal accompagné. Ça, c'est un adage que je fais mien parce que c'est quelque chose d'important. Mais oui, non, mais en fait, moi, je revendique beaucoup ce côté terrain. J'ai vécu du labeur et à la sueur de mon front, on m'a rien donné. J'avais aucun réseau, aucune connivence. Voilà, j'ai fait des concours, j'ai passé des concours, je les ai obtenus par le travail, l'effort, le mérite. On a estimé que par des épreuves écrites et orales, ce que j'incite tous les policiers à faire lorsqu'on commence, vous l'avez dit gentiment au début de l'entretien, gardien de la peau, on peut finir commissaire. Et moi, j'ai la fierté d'être issu de l'immigration, d'être un enfant devenu français alors que j'étais venu d'ailleurs. Et finalement, je rends à la République tout ce qu'elle m'a donné. Et la plus belle des fiertés, et celle à qui je dois tout, c'est ma maman. Voilà. C'est une femme admirable, courageuse, qui s'est beaucoup sacrifiée pour m'éduquer. Et quand on me dit dans les quartiers, oui, mais on n'arrivera jamais par l'école, par le travail légal à proposer à la fin du mois ce que les trafiquants et les narcotrafiquants proposent. Non, mais il y a quelque chose qui ne s'achète pas en fait. C'est sa dignité, sa fierté. Et moi, quand, au sortie de promotion, vous savez, c'est souvent un rituel dans les écoles de police, qu'on soit policier adjoint, c'est les jeunes policiers qui rentrent chez nous avant de devenir gardiens de la paix. Souvent, les gardiens de paix, les officiers, les commissaires, il y a une cérémonie de sortie, souvent présidée par nos autorités, notamment le ministre et de l'Intérieur. Et moi, ma mère, à chaque fois, elle est venue, évidemment, et le regard qui brille, la larme et l'émotion qui préside les cérémonies, ça vaut tout l'argent du monde. Ça vaut tout l'or du monde. La fierté d'une mère
qui vient de rien, qui part de rien, qui n'avait rien, voir son fils s'élever par le travail, l'effort, le mérite, à la sueur du front, parce que c'est ce qu'elle a toujours montré comme exemple. Et même si c'était dur, même si c'était compliqué, elle a jamais lâché l'affaire, même si j'ai été un peu espiègle avec un caractère déjà compliqué. Et ben, ça joue à tout. Et quand on respecte sa maman et qu'on est redevable de sa maman et qu'on veut la rendre fière, et ben ça n'a pas de prix. Et ça, il faut le dire. Voilà, on n'entend pas suffisamment ces discours-là. Voilà. Moi, on s'apitoyait pas sur un pays qui nous aurait mal accueillis ou qui, dans le passé, aurait été un méchant colonialiste. Non. Voilà, on regarde pas dans le rétroviseur. Enfin, si, uniquement pour pas refaire les mêmes conneries dans l'avenir. Mais on regarde dans l'avenir. Qu'est-ce que le pays te propose aujourd'hui en France ? Il propose de devenir un citoyen éclairé par l'école gratuite, par ces hussards noirs de la République qui, maintenant, au prix de leur vie, Dominique Bernard, Samuel Paty ont été assassinés pour ça. Voilà. Moi, je suis un éternel amoureux de la France et ça, je le dois à ma mère. L'éducation, l'amour du pays qui nous a accueillis, la fierté d'être français, la fierté d'avoir des revenus obtenus par la légalité et à la sueur de mon front, c'est de ma mère que je l'ai obtenu. De toute façon, j'en terminerai là. Rien, mais rien, que ce soit les institutions, que ce soit l'école, la police, la justice, les éducateurs, rien ne pourra remplacer l'amour et l'éducation d'une mère. Le maître mot aujourd'hui, c'est les parents. C'est pour ça que dans le parti que j'ai l'honneur d'intégrer aux côtés de Marine Le Pen et Jordan Bardella, on veut mettre le paquet sur les parents démissionnaires, sur les parents qui touchent de l'argent des impôts des Français, donc du labeur des Français, et qui démissionnent, qui laissent les gosses traîner dans la rue. Ça, c'est très important. On aura un package complet. Ils auront des comptes juridiques, des comptes à la justice à rendre. Ils auront une suppression des allocations lorsque les mineurs sont récidivistes et qu'ils ne vont plus à l'école. Tout ça, c'est important. Voilà. Merci pour ce message et on en profite d'ailleurs pour saluer tous les policiers, gendarmes qui nous regardent et sont nombreux à nous envoyer des messages chez Livre Noir. Oui, ils vont se retrouver dans le discours parce que c'est souvent en fin de promotion quand je vais les voir, quand j'allais les voir, j'espère que j'aurai l'occasion encore de les voir, donc je suis en politique, mais c'est toujours bien. On chante la Marseillaise, on a un lancer de casquette et on a les parents qui sont hyper fiers de leurs gamins et moi je pense souvent les parents, ah oui, je suis fier, ils portent l'uniforme de la France. Bon, souvent ils sont un peu inquiets de dire est-ce qu'il va rentrer à la maison le matin lorsqu'il travaille de nuit ou le soir lorsqu'il travaille de jour, mais voilà, c'est une profession en fait qui a une grande famille. Il faut que ça reste cette grande famille policière. Le Covid et tout ça, ça a brisé un peu ce climat et ce sentiment familial, mais néanmoins, voilà, quand c'est dur, quand c'est rude, quand on a des morts, ce sentiment d'appartenance à une profession, à un métier indispensable à la République, et ben c'est ce qui permet à ces femmes et ces hommes, de faire face à toutes les adversités et à toutes les difficultés. Ils le font avec brio et je veux leur rendre comme vous un hommage, mais vibrant. Et moi, j'ai été, je serai toujours de leur côté parce que je sais ce que je leur dois et je sais que les Français savent qu'ils sacrifient leur vie pour les protéger et souvent pour un salaire misérable et dérisoire à la fin du mois parce qu'on vient pas chez nous par hasard, comme dirait Total. On vient chez nous parce qu'on aime la France, parce qu'on veut défendre la France et parce qu'on est patriote et parce qu'on veut protéger les Français. Merci Mathieu Vallet. Merci à vous. Et on souhaite une très bonne soirée à tous les auditeurs. Merci.